Ok, bah, bonjour à tous. Déjà, merci Alexandre Baron pour l'invitation pour parler à ce GDR. Ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, oui, je suis actuellement en postdoc au laboratoire de chimie à l'ENS de Lyon, mais je vais présenter les résultats que j'ai obtenus dans mon précédent postdoc à l'ICMCB sous la supervision de Mona Tréguet et de Glenna Briscoe dans le cadre du label Amadeus et en collaboration avec le CRPP. Donc, un des axes de recherche du LabEx, c'était de faire des métamatériaux optiques auto-assemblés. Donc, les métamatériaux optiques sont des milieux composites conçus pour posséder des propriétés optiques extraordinaires, donc qu'on ne trouve pas dans la nature. Et en général, ces propriétés proviennent d'une réponse collective d'inclusion fortement polarisable et de dimension sublongueur d'onde, ce que moi je vais appeler méta-atomes pendant cette présentation. Donc, si on applique ça dans le domaine du visible, on va avoir des méta-atomes qui doivent être à l'échelle nanométrique, et pour qu'ils soient fortement polarisables, on va faire appel à des résonateurs optiques comme du type plasmonique ou des résonateurs de Mie qu'on vient de voir. Donc, il y a deux grands types de fabrication de métamatériaux. Il y a la première approche classique qui est de faire de la lithographie. Donc, dans cet exemple, il y a une superposition de couches métalliques et diélectriques. Et en faisant une structure ici de quadrillage, les auteurs ont été capables de faire un indice de réfraction négative dans le visible. Donc, les avantages de la lithographie sont le contrôle très précis et reproductible de la morphologie. Les limitations sont surtout en deux dimensions, donc des métasurfaces qui sont de faible taille, et le prix et le temps de fabrication de ces structures est très élevé. L'autre approche complémentaire, ce serait de faire des auto-assemblages. Donc là, dans un premier temps, on synthétise chimiquement les méta-atomes et ensuite on les auto-assemble dans des structures. Donc dans ce cas-là, on peut faire des structures en 3D de grande qualité et en grande quantité. Pardon. Les désavantages sont qu'il y a un contrôle très limité sur la morphologie, que ce soit du méta-atome ou la morphologie du métamatériau une fois assemblé. Et la difficulté, c'est qu'il faut être capable de synthétiser chimiquement en grande quantité et avec un rendement très élevé ces méta-atomes. Donc moi, dans le but de mon projet, c'était de fabriquer des méta-atomes qui, en plus, possèdent un magnétisme optique dans le visible. Alors, on sait que la polarisabilité magnétique dans les matériaux naturels dans le visible est négligeable, mais Pendry a démontré au début des années 2000 que avec certaines géométries, on pouvait créer des courants, le champ pouvait créer des courants qui provoquent à leur tour un champ magnétique. Donc, voici quelques exemples de différentes géométries qui ont une réponse magnétique dans le visible. On a des résonateurs plasmoniques comme des framboises, donc c'est un cœur de silice recouvert de nanoparticules métalliques, et le cas des deux décapodes, où là, il y a précisément 12 nanoparticules métalliques autour de la silice. Il y a aussi des exemples de résonateurs de Mie, où là, on a un cluster de nanoparticules d'argent ou des particules avec un indice diélectrique élevé. Donc, la théorie dit que le champ diffusé par n'importe quelle particule va pouvoir s'écrire comme une somme infinie euh, des multipôles électriques plus des multipôles magnétiques. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les multipôles symétriques pairs. Donc, ça définit le dipôle électrique, le quadripôle magnétique et l'octupôle électrique et ainsi de suite, des multipôles qu'on va appeler impairs, qui sont le dipôle magnétique, le quadripôle électrique et l'octopôle magnétique, et ainsi de suite. Donc, on va séparer pendant la présentation ces deux classes de, de multipôles. Donc, pourquoi on cherche à faire des particules qui ont une forte composante magnétique dans le visible? Notre idée, c'était de développer ce qu'on appelle des sources de Huygens. Donc, une particule théorique qui aurait une diffusion, qui diffuserait la lumière uniquement vers l'avant. Donc, une particule ait cette propriété, elle doit répondre à plusieurs critères. Et le premier critère dans le régime dipolaire, on appelle ça la condition de Kérker, et ça exige l'égalité des valeurs de la réponse dipolaire électrique et magnétique, à la fois en termes de phase et d'intensité. Donc, qu'est-ce qui se passe si une particule a ses propriétés ici? C'est que le dipôle électrique et magnétique vont interférer et le champ total va être
va se retrouver uniquement dans la direction avant. Donc ça, c'est dans le cas simple d'un régime bipolaire, mais la condition de Kerker a été généralisée à un régime multipolaire. Et dans ce cas-là, on a la condition généralisée et réalisée lorsque la superposition des multipôles pairs est égale à celle des multipôles impairs. Donc nous, c'est ce qu'on va essayer de faire dans cette présentation. Pourquoi c'est intéressant, ces sources de Huygens? Si on arrive à en synthétiser, en fait, il y a un grand nombre de possibilités après, d'une part, de faire des métasurfaces. Ici, il y a 5 exemples de propriétés obtenues avec des auto-assemblages, ici fait en lithographie, de différentes structures. Et aussi, on peut envisager les assembler en 3D pour moduler la perméabilité du matériau, par exemple, pour faire des indices de réfraction négatifs ou des matériaux avec un mu proche de zéro. Donc, le nombre d'applications, si on arrive à synthétiser vraiment des sources de Huygens, est très grand. Et maintenant, je vais m'intéresser à comment mesurer au laboratoire les propriétés des multipôles électriques et magnétiques d'une particule. Alors, j'ai utilisé un montage qui a été développé par Virginie Poncinet et Philippe Barrois au CRPP, qui est un montage de diffusion statique de la lumière, SLS. Donc, pour faire simple, on envoie un laser qui est polarisé sur l'échantillon et on va regarder les composantes diffusées parallèlement au plan de la table ou perpendiculairement. Et on peut faire varier un angle ici d'état scattering. Si on utilise ce qu'on appelle le formalisme des matrices, pour une particule isolée isotrope, on a que le champ diffusé perpendiculaire ou parallèlement va être proportionnel à deux termes S2 et S1, qui sont eux-mêmes une somme infinie de multipôles. L'intérêt de ce montage, c'est que lorsque θ égale 90 degrés, on dit que les multipôles de diffusion d'ordre n se séparent en deux séries distinctes. Et on va voir S1 qui contient tous les multipôles pairs et S2 qui contient tous les multipôles impairs et qui vont être sur les deux axes séparés de diffusion. Donc, expérimentalement, comment on obtient une mesure précise de ces dipôles? Et ben, on va faire varier l'angle de polarisation en entrée, ici phi. Quand on fait ça, on mesure suivant la lumière polarisée suivant les deux axes et on voit l'intensité de la lumière qui va suivre un sinus carré et un cosinus carré selon les deux axes. Et ensuite, l'amplitude, on va extraire l'amplitude de cette oscillation et le rapport des amplitudes de ces oscillations, le rapport parallèle sur perpendiculaire est égal au rapport des sections efficaces de diffusion, qui en gros est égal aux composantes aux multipôles impairs sur la somme des multipôles pairs. Dans le cas classique ou dans le cas simple où on aurait une diffusion dipolaire, en gros, ici, on mesure l'efficacité du dipôle magnétique sur électrique. Donc, en première approximation, il faut retenir ça. Et donc, si nous, on cherche à faire des sources de Huygens, on cherche à obtenir un coefficient ici égal à 1 pour avoir la somme la condition de Kercker généralisée qui est la somme des modes pairs égale à la somme des modes impairs. Donc, dans la littérature, quand j'ai commencé le postdoc, il y avait différents modèles avaient déjà été synthétisés. Donc, si on regarde la framboise d'or, on voit un signal qui montre à 4%. Et en comparaison avec un 2D capote d'or avec une même quantité d'or, le signal était 4 fois plus élevé. Donc, géométriquement, on gagnait un facteur 4 en faisant un 2D capote par rapport à une framboise. Et quand avaient été faites des framboises d'argent, le signal avait été augmenté encore d'un facteur 6. Et ça laissait entreprendre de très bons résultats pour les 2D capodes d'argent. Donc, comment on les synthétise, ces structures? Avant de faire ça, donc on avait regardé avec des simulations faites par Alexandre Baron sur COMSOL, est-ce que les 2D capodes d'argent est-ce qu'ils allaient être prometteurs? Donc là, il a regardé les sections efficaces de diffusion.
Donc ici, c'est la totale en noir, donc on voit juste un spectre assez large. Mais quand on regarde les composantes des modes euh, qui viennent des modes pairs et des multipôles impairs, on voit qu'il y a une superposition large bande de la section efficace. Donc ici, ils sont souvent proches de 1 et ils sont égaux exactement en différents endroits. Et quand on regarde ici cette valeur qui est l'efficacité de rétrodiffusion, donc ce qui définit si les particules diffusent vers l'arrière, on voit que quand elle est égale à 0, ça signifie qu'on a atteint les conditions de Kerker, la condition de Kerker généralisée, qu'on a une source de Huygens en ces endroits. Donc ici, si on regarde à quatre longueurs d'onde différentes, on a une source de Huygens exacte à deux longueurs d'onde, et même quand on ne sait pas exact, on voit qu'on a quand même une diffusion très fortement décalée vers l'avant. Et si on regarde à une longueur d'onde qui est complètement hors résonance, on voit qu'on a ici la diffusion d'un dipôle électrique classique. Donc maintenant, comment on synthétise ces structures? On part d'une bille de silice pour faire un dodécapode. Ensuite, il y a une étape de polymérisation du styrène dessus. Ensuite, on fait recroître la silice et on dissout les nodules de polystyrène. Il va rester sur la surface des petits bouts de styrène qu'on va pouvoir modifier chimiquement pour mettre des groupements amines. Ensuite, on peut déposer des germes d'or de 2-3 nanomètres qui vont être attirés et collés par les groupements amines. Et on fait recroître ces germes d'or, puis une densification pour faire des particules d'or uniques. Et ça, c'est un exemple de cartographie qui montre bien la géométrie des 12 particules d'or attachées autour de la silice. Donc moi, pour faire de l'argent, je suis reparti de cette structure-là, cette structure entourée en rouge. Et j'ai mis au point une synthèse qui permettait de faire d'un seul coup croître des grosses particules d'argent à partir de ça. Donc là, on voit une image thème où on voit encore une fois les 12 particules d'argent bien positionnées tout autour de la particule de silice. Et j'ai fait toute une gamme de particules en augmentant la quantité d'argent à chaque fois. Donc on voit que quand il y a peu d'argent, on a encore des particules isolées, mais rapidement, quand la réaction a suffisamment d'argent, on fait des particules individuelles. Et l'avantage de cette technique, c'est que même si c'est une synthèse évidemment compliquée de A à Z, lorsqu'elle est faite, elle est faite à très grande échelle et il y a un grand rendement des 2D-capodes où on est à presque 70% de 2D-capodes sur un échantillon. Donc après, j'ai été mesurer les propriétés optiques. Donc les spectres d'extinction UV visible classique montrent une large extinction avec un décalage vers le rouge de la résonance. Ce qui était plus intéressant, c'était quand on a été mesurer les spectres de SLS, où là, on voit le signal sigma parallèle sur sigma perpendiculaire, donc les modes impairs sur les modes pairs, qui atteignent pour un échantillon la valeur de 1, qui était une condition nécessaire pour obtenir des sources de Huygens, et on voit même qu'on a dépassé cette valeur pour les échantillons avec beaucoup d'argent. On voit aussi un décalage vers le rouge de la résonance lorsqu'on augmente la taille des 2D-capodes d'argent. Comme ce signal, c'est un ratio entre deux composantes, il fallait vérifier que un ratio élevé ne signifiait pas que la valeur perpendiculaire diminue trop forte. Donc quand on regarde indépendamment les composantes sigma perpendiculaire et sigma parallèle pour les deux, pour l'échantillon A7 qui va à 1, on voit bien que on a un maximum ici des modes impairs qui correspondent à un léger creux de la diffusion des modes pairs. Donc on a essayé ensuite de déterminer l'origine de la forme de ces courbes et pourquoi ça correspondait à un creux et d'où venait ce creux. Alors là, c'est encore Alexandre Baron qui avait fait les simulations. Donc le sigma, qui est une mesure expérimentale, c'est aussi égal à S1 carré sur KB carré, et on connaît le développement de S1 carré ici, qui est la somme, par exemple ici, de l'amplitude du dipôle électrique au carré plus du quadrupôle magnétique au carré plus un terme d'interférence entre les deux. Et lorsque il a tracé ces courbes, donc S1 carré ici
sur K2 carré qui correspond à la valeur sigma mesurée expérimentalement, on voit qu'on retrouve la même forme avec ce pic ici, ce creux ici. Et si on regarde l'origine de ce creux, on voit qu'il provient du terme d'interférence entre le dipôle électrique et le quadrupôle magnétique. Et pareil, si on regarde la forme de sigma perpendiculaire, on voit qu'il y a une résonance assez large et qui vient dont l'origine est à peu près est égale en amplitude entre le dipôle magnétique et le quadrupôle électrique et le terme d'interférence. Donc au final, il y a eu une relation très, très étroite entre la simulation et la théorie et qui nous a permis de montrer que l'origine du magnétisme dans nos structures provenait d'un régime d'interférence entre des multipôles pairs et impairs. Donc on a voulu vérifier qu'on était proche des sources de Huygens, donc on avait une forte directionnalité du spectre vers l'avant. Donc là, ce sont les diagrammes de diffusion de nos particules pour 3 longueurs d'onde, 500, 615 et 800, qui étaient les 3 longueurs d'onde qu'on avait regardées au départ, et la comparaison avec les valeurs théoriques. Donc on voit que l'intensité et la directionnalité est largement vers l'avant et qu'elle diminue lorsque la longueur d'onde augmente. Donc c'était ce qui correspond bien avec ce qu'on avait trouvé initialement, et qu'on voit une très forte similarité entre les études théoriques où on prend en compte la polydispersité des échantillons et les études expérimentales. Donc en conclusion, l'objectif c'était de fabriquer des sources de Huygens colloïdales. On peut dire on est vraiment tout proche. Et donc les étapes d'après qui sont vraiment la partie qui sera très intéressante à suivre, ce sera de faire les assemblages 2D pour faire des métasurfaces. Donc là, il y a plusieurs techniques possibles qui sont soit du deep plotting, soit faire des films de Langmuir Blodgett. Et ça, c'est des résultats préliminaires obtenus par Lucien, qui est postdoc à l'ICMCB. Et aussi de faire des métamatériaux en faisant des assemblages 3D. Et là, c'est une technique qu'on avait commencé à utiliser sur ces échantillons en collaboration avec le LOF, où on utilise un canon microfluidique et le liquide s'évapore et donc toutes les particules se stackent à la fin. Et là, c'était un échantillon que j'avais préparé avant la fin de mon postdoc. Donc, je voulais vous remercier pour votre attention. Je remercie tous les gens avec qui j'ai collaboré sur ce projet-là. Ensuite, c'était un de mes 2 projets, mais j'ai aussi collaboré avec d'autres personnes sur l'autre projet. Et là, c'est mon laboratoire actuel. Et je tiens à remercier aussi. C'est fini. Merci.